Sex Time, l'émission qui décrypte notre sexualité, présentée par Kenza Brega sur Radio Médecine Douce. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Médecine Douce pour un tout nouveau numéro de Sex Time, l'émission qui décrypte votre sexualité. Et ce soir, nous allons nous consacrer à la sexualité masculine. Pendant des siècles, vous le savez, la sexualité masculine a été étroitement liée à la procréation. Cette obligation d'érection et d'éjaculation a formaté pendant longtemps nos représentations des hommes et du sexe. Alors même si l'évolution sexuelle a permis de dissocier le plaisir de la reproduction, eh bien l'image de la virilité sexuelle souffre encore de caricatures diverses et de tabous tenaces qui nuisent au plaisir du couple et à la construction du masculin dans sa diversité. Alors justement, on va se poser différentes questions aujourd'hui. Comment les hommes d'aujourd'hui vivent-ils leur virilité au lit et dans la vie ? Sont-ils réellement en phase avec cette place de pénétrant, d'actif et de mâle hétérosexuel dominant ? Nous allons surtout essayer, en compagnie de mes invités du jour, de répondre à différentes questions. Nous allons donc traiter de la sexualité masculine quand le mythe de la virilité étouffe et perturbe la sexualité. C'est notre sujet du jour dans Sex Time. Sex Time, l'émission qui décrypte notre sexualité. Avant de vous présenter mes invités, sachez que le standard est ouvert durant cette émission exceptionnellement. Nous allons l'ouvrir parce qu'on trouve que l'émission est intéressante et que je suis sûre que nous allons recueillir un grand nombre de témoignages. Vous allez pouvoir témoigner d'ailleurs ce soir en composant le numéro de notre standard. Je vais vous le donner et je vais vous le répéter d'ailleurs plusieurs fois durant l'émission. Vous aurez comme ça le temps de le noter. 09 72 12 65 54 09 72 12 65 54 et vous n'hésitez pas à taper le code 47 17 72 47 17 72 pour accéder à notre standard. Et nous allons tout de suite débuter cette émission qui, je suis sûre, va être riche en émotions et en témoignages. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir autour de la table Anne-Laure Parmentier. Bonjour Anne-Laure. Bonsoir. On commence par les filles, c'est la moindre des choses quand même. On peut. Merci d'être là Anne-Laure. Vous êtes créatrice du podcast On the Verge qui explore la sexualité masculine. Vous donnez en gros la parole à des hommes qui ont besoin de parler, c'est ça. De témoigner et de parler surtout de leur quotidien. Exactement. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec vous dans quelques instants. À vos côtés, Géraud Deléa. Bonjour Géraud. Bonsoir Kenza, bonsoir à tous. Alors Géraud, vous avez un titre génial, vous êtes mentor pour hommes. Alors, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. C'est aussi clair qu'abstrait. Exactement. Alors, vous allez nous expliquer en quoi consiste justement le fait d'être mentor pour hommes. En gros, vous accompagnez des hommes qui viennent vous voir pour des raisons qui sont étroitement liées à notre thématique du jour. En partie, oui. En partie. À nos côtés aussi, Sébastien Landry. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous êtes psychosexologue, sexothérapeute. Il nous fallait une figure très sérieuse dans cette émission. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la sexualité masculine. Alors vous, les hommes, vous les connaissez bien puisqu'ils viennent vous voir au sein de votre cabinet pour vous dévoiler un petit peu leur intimité. Et il paraît que c'est pas la fête. Oui, c'est pas toujours simple, mais bon, oui, c'est ça. On essaye d'améliorer la situation. Et donc vous essayez de leur apporter des solutions en rapport avec notre thématique du jour. Alors c'est vrai que la thématique, elle est assez large, on va l'affiner au fur et à mesure, mais la question que j'ai envie de vous poser pour commencer, c'est quoi pour vous la virilité ? C'est une bonne question. Alors moi j'avais pris des notes. Ah, elle a bien bossé. Alors, je ne sais pas si j'ai bien bossé, parce que je suis allée sur notre copain Google. Oui. En fait, je trouvais ça intéressant de rappeler la définition de la virilité. Alors, il y a 2 définitions. Donc, déjà, c'est un nom féminin. Je pose ça là. Incroyable. Ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme, mais également puissance sexuelle chez l'homme. La virilité, selon les sociétés, est associée à la force et au courage, à la résolution et à la constance, au respect de soi et au sens de l'honneur. C'est déjà une pression, rien que de le lire, ça. On a l'impression qu'il y a déjà une vraie pression sur les épaules. C'est ça, donc être viril, mon fils, ou peu importe la figure paternelle qui vous dit ça, ça impose déjà une espèce de caisse à outils qui est très lourde. Donc après, effectivement, on en parlait un petit peu avant d'ouvrir les micros, la virilité est en déconstruction. Aujourd'hui, on aime plutôt le titre en tout cas le mot de masculinité, qui ferait peut-être écho et miroir à la féminité. Et encore, mais aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est que les hommes évoluent dans une masculinité vertueuse et positive.
Alors, par contre, ça, c'est la définition de Google. Mais moi, non, je veux la vôtre. C'était la mienne. Ouais, c'est ça. Moi, c'est trop facile. C'est un mot que j'utilise pas tellement, virilité. Ah oui? Oui, parce que je trouve que déjà, effectivement, c'est lourd de sens. C'est plus un adjectif qu'un nom pour moi, d'être viril. On dit d'un homme qu'il est viril quand il est poilu, brun, ténébreux, avec une énorme chevelure, etc. Et des Santiago. Yes, des Santiago. Ah oui, vous trouvez ça croco. Vous trouvez ça viril, vous, les Santiago, d'accord. Okay. Chacun sait. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas un mot que j'utilise. J'utilise parce qu'effectivement, comme dans toute la réflexion de déconstruction, j'aime à croire qu'un homme peut être féminin, même s'il est très poilu avec une grosse barbe, et qu'une femme peut avoir aussi ces petits moments virils où elle est constante, forte, et elle prend de la place. C'est très intéressant. C'est pas tellement dans mon vocabulaire. On va approfondir tout ça avec vous. Géraud de Léa, c'est quoi, vous, votre définition de la virilité ou d'un homme viril? Un homme viril, c'est un homme, pour moi, qui devient son propre père. Donc, c'est un homme qui n'a plus besoin d'eux. D'accord. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir 75 ans pour y arriver. Vous dire, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'une figure masculine pour exister en tant que masculin? C'est ce que vous voulez dire, en gros? En grande partie, il peut toujours avoir des mentors. Moi-même, j'ai mes mentors. Oui. Ce sont des caps pour moi. Ce sont des hommes qui sont des caps. Et je ne vais pas en prendre un seul, je vais en prendre plusieurs. Ma femme aussi est mon mentor. Donc, je n'ai pas besoin d'aller que chez des hommes. Mais c'est un homme... Moi, ma vie a changé. Et je vais parler de moi. Oui. Ma vie a changé le jour où j'ai dit « Ok, je suis mon propre père ». Très bien. Voilà. C'est-à-dire que c'est moi qui m'autorise. Je décide de mes valeurs. Je décide à quel moment... Là, c'est aligné. Là, c'est pas aligné. Et je ne vais pas m'en référer à papa. De toute façon, je ne peux pas, il est mort. Donc, comme ça, c'était clair. Et je ne peux pas aller me référer à qui que ce soit. Je me réfère à moi. C'est très intéressant. Vous avez cité un mot, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'alignement. Ouais. Vous allez nous expliquer justement, parce que vous travaillez sur l'alignement. Hein, absolument, absolument. Alors, c'est quoi? C'est vos clients? Parce que vous n'êtes pas coach. Vous n'êtes pas justement thérapeute comme Sébastien. Un mentor, il a des clients? Alors nous on préfère quand même appeler ça des clients. Oui. Au moins comme ça met quand même la transaction assez claire. Oui. Donc il y a une transaction, c'est clair, il y a un timing. Parce qu'après, il faut un cadre. Et dans le cadre de ce mentoring pour les hommes, j'ai développé et conceptualisé la virilité saine. Donc c'est comme ça que je l'appelle, la virilité saine. Et même la virilité toxique. Hein. D'ailleurs, on dit masculinité toxique, effectivement. Moi, j'ai décidé de choisir vraiment virilité saine. Et j'en ai fait, si tu veux, un concept que j'ai clarifié. Et avec un protocole. Et la pierre angulaire, alors l'alignement, c'est le but, hein, mais la pierre angulaire, déjà, c'est le déconditionnement. Oui. Et l'honnêteté. On va rentrer un petit peu plus dans les détails parce que pour moi ça me paraît flou, hein, je vous dis la vérité, Géraud. Mais alors justement on va passer à Sébastien Landry. Sébastien, c'est quoi votre définition, vous, de l'homme viril ou de la virilité? C'est assez complexe. Moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est ce que les patients me ramènent. Et en fait, même si on a l'impression qu'on évolue, qu'on déconstruit certaines choses, dans ma patientèle, j'entends encore cette histoire d'honorer sa femme, par exemple, d'érection. Oui. D'assurer. En fait, je trouve qu'autour de ce terme de virilité, il y a une angoisse de performance qui est présente et il faut que l'homme assure. Et l'homme qui est viril, c'est l'homme qui va assurer, alors en tant que père, en tant que professionnel également, mais au lit également. Il y a encore beaucoup d'hommes qui sont persuadés que c'est eux qui sont à l'origine du plaisir, par exemple, de leur femme, et que ce plaisir va passer par la pénétration, l'érection. Donc, ils se mettent une pression énorme parce qu'il faut savoir quand même que l'érection et l'éjaculation, on ne les contrôle pas du tout. Ça se saurait si ça se contrôlait. Oui. Donc en fait, on met une pression sur quelque chose qui est incontrôlable. Et on se retrouve avec des hommes, dès qu'ils ont une difficulté, ils se sentent impuissants. Et même le côté médical, ça encore, j'ai encore énormément de courriers de médecins qui m'envoient des patients qui souffrent de dysfonction érectile et qui me mettent « Monsieur Untel est impuissant ». Donc ça renvoie quand même à beaucoup de choses à travers simplement une dysfonction d'une fonction en fait qui est érectile. Et là on met un terme d'impuissance. Donc c'est assez complexe à définir et puis je pense que même si et heureusement ça évolue beaucoup, on retrouve encore des stéréotypes très ancrés chez les hommes. Alors, on dit que c'est aussi à cause de la société ou l'image de qui s'est installée dans notre société au fur et à mesure. Mais est-ce que les femmes ne sont pas aussi responsables de leur comportement vis-à-vis de certains hommes pour qu'ils puissent justement rétablir la vraie ou le vrai concept de virilité ? C'est pas simple parce que voilà, il y a des modes qui changent. Par exemple, la pilosité. On voit de plus en plus d'hommes qui s'épilent, qui se rasent entièrement. Oui. Et on a des femmes qui vont me dire mais
tu vas sûrement dire une femme ou un enfant, t'es pas un homme. Donc on va ramener simplement sur un aspect esthétique. D'autres femmes vont adorer, il n'y a pas de souci, mais donc c'est pas tu prends soin de toi, t'es pas viril parce que tu n'as pas les poils d'un mec qui est censé être poilu, quoi. Ça ressort quand même pas mal, ça. Ou alors on va avoir des comportements que des filles vont trouver un peu féminins. Qui veut dire, par exemple par exemple, si un homme se tient les jambes serrées ou les jambes croisées, on entend certaines choses vraiment dans les consultations où des fois on se dit mais bizarre, on a des hommes qui vont évoluer, qui vont accepter un côté peut-être féminin, je ne sais pas, mais où on va voir que c'est des femmes qui vont reprendre parce qu'elles veulent un homme viril. Oui, donc on a l'impression quand même que la virilité, c'est d'abord des caractéristiques physiques et des attitudes. Après, c'est toujours l'expression de genre, l'expression de genre homme-femme. Alors après, il y a le mot qui fait trembler un peu et qui en ce moment est un peu remis en question, mais c'est le patriarcat qui a imposé clairement les expressions de genre. Les femmes sont ceci, les hommes sont cela. Et comme dit Sébastien, un homme qui va être plus féminin, on va lui attribuer tout de suite une fragilité. Et la fragilité, ça va pas avec la virilité toxique, et donc du coup ça crée une espèce d'ambiance un peu dichotomique entre ce que je dois être au niveau de la société, ce à quoi je dois ressembler, ce que je suis dans mon moi profond. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement, surtout de la jeune génération, qui est en train de changer, qui est en train d'avoir une fluidité dans l'expression de genre, des garçons virils, hétéros, qui mettent du vernis, c'est ok, ou qui s'épilent, et puis d'autres, des hommes qui ont une sexualité homo et qui vont être des gros bears avec des grosses barbes, vont assumer leur amour pour les garçons. Donc c'est ça, on est en train de changer un peu, c'est léger, mais je pense, et ça je le défends vraiment, c'est que les hommes sont aussi victimes de ce patriarcat. Bien sûr. Parce qu'on leur laisse pas vraiment le temps de s'exprimer. Et ce que dit Sébastien sur la sexualité, je l'entends beaucoup dans le podcast aussi, c'est les injonctions, les obligations, le fait de devoir faire ci, d'être comme ça, d'être à la quête du plaisir de sa femme ou de sa partenaire. Dans les couples homosexuels, c'est un tout petit peu différent, parce que le deal est entre deux hommes, en tout cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est un mot que j'aime bien employer et que je valorise, c'est la vulnérabilité. C'est chouette de montrer sa vulnérabilité, c'est ça la vraie force. Un homme qui pleure et pas forcément un homme qui n'est pas viril. On est d'accord. Exactement. Géraud. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait faire la différence entre vulnérabilité et faiblesse ? Parce que moi, c'est une des questions que je pose toujours aux hommes qui viennent. Bien sûr. Et je leur dis, c'est quoi la différence entre faiblesse et vulnérabilité ? Et la plupart bug, en fait. Ils te disent, il n'y en a pas. Oui. Exactement. Ouais. Et donc à chaque c'est fois, comme sensibilité et fragilité, finalement. Exactement. Et à chaque fois, je leur répète. Alors, si tu me permets, bien sûr. La vulnérabilité, c'est oser dire, OK, je sais pas, j'ai peur. Tu mets un genou à terre, tu appelles un ami et tu lui dis bon, écoute, mec, ça va pas en ce moment. La faiblesse, c'est de repartir dans des schémas. Tu sais que ça marche pas, tu sais que c'est pas bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est le verre en plus, la sortie en plus, aller, dire oui alors que tu veux dire non. C'est ça le désalignement, c'est que tu t'écoutes pas. Et en plus, tu te vois le faire. Tu vois que tu t'écoutes pas, tu vois que t'es pas intègre avec toi. Ouais, donc l'estime de soi. Là, c'est de la faiblesse. Et je passe toujours d'abord par ça avec les hommes. C'est quoi la vulnérabilité ? Parce qu'ils vont dire c'est pleurer. Je dis mais non, mec, t'as rien compris. Tu vois ouais. Alors c'est très intéressant, vous allez nous expliquer comment vous arrivez à les aligner, ou à aligner leur, je ne sais pas comment on dit, mais aligner leur virilité avec qui ils sont réellement. Voilà, exactement. Alors juste avant de vous expliquer comment vous faites, je vais rappeler le numéro du standard si vous voulez nous appeler et intervenir lors de cette émission, 09 72 12 65 54, 09 72 12 65 54, vous tapez le code 47 17 72, 47 17 72 pour accéder à notre standard et venir témoigner dans le cadre de cette émission. Alors justement, Géraud, comment vous les alignez, ces hommes ? Comment je les aligne ? C'est-à-dire, ça commence par quoi déjà ? Ça commence par on vous dit tout jusqu'au... Jamais tout d'un coup, surtout pas. En plus, ça va partir dans tous les sens. Et puis vous savez qu'en premier, celui à qui je parle, c'est l'ego. Oui. J'ai un ego en face de moi. Oui, donc il va falloir qu'il se débarrasse déjà. Voilà, j'ai un ego avec toutes ces croyances, tous ces conditionnements. La vie, c'est comme ça, les femmes, c'est comme ça, le cul, c'est comme ça, mon père était comme ça. Donc je me prends... Et c'est cool, tout ça d'un coup. Et je lui dis, vas-y, balance, dis-moi. Et je leur demande, avec quoi tu veux repartir aujourd'hui ? Et il me dit, je vais repartir avec ça. Et on finit forcément avec quelque chose qui n'a rien à voir. Oui. On peut rentrer par la sexualité, on va terminer avec le rapport à mon père. On peut commencer avec peut-être des problèmes d'argent. Et finalement, on va se rendre compte que c'est de l'estime de soi. Donc, tout à l'heure, on parlait de la pilosité, on parlait de plein de choses. Pour moi, en fait, j'ai un de mes mentors et amis, Marc Serenkov, qui dit toujours... Partez de la périphérie, allez au noyau. Pour moi, toute l'apparence, c'est la périphérie. C'est du blabla sociétal. C'est juste ce qui se fait en ce moment.
ce qui va se faire dans certaines cultures. Si tu vas aux Émirats, au Koweït, les hommes se tiennent la main. Si tu vas en Corée, ils se tiennent la main. Si tu vas au Japon, tu vas voir de dos. J'habitais 8 ans au Japon et je voyais des couples. J'étais incapable de dire qui était le garçon, qui était la fille. Et ça ne remet absolument pas en cause la vérité ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment, à la rigueur, là, ce sont des micros... c'est pour la société occidentale, voilà, Europe, États-Unis, Océanie à la rigueur, quoi. Donc dans tout le reste du monde, c'est différent. Est-ce que parfois, dans le cadre de vos clients, vous avez aussi, en plus de ça, le poids de la culture ? Bien sûr. Qui est très compliqué à gérer aussi. En grande partie, toujours. Après, la culture sous toutes ses formes, que ce soit religion, non-religion. C'est, vous voyez ce que je veux dire ? Ceux qui n'ont justement pas de religion, des gens qui... nous, on aborde beaucoup avec ma femme, donc elle accompagne les femmes, moi les hommes. Il y a toujours la spiritualité. C'est joyeux chez vous, hein ? Ouais, on s'éclate, on s'amuse. Et puis t'imagines nos enfants. J'ai 2 fils, donc ils sont déjà en pleine introspection. Et, déjà, ils sont alignés, eux. Déjà, il n'y a pas besoin de... franchement, je veux que c'est bien qu'ils fassent leur propre bien sûr, il faut les laisser aussi se casser à la figure. Bien sûr. Des fois, le grand de 11 ans, il dit, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, vos trucs chelous, là. Tant mieux. Tu verras plus tard, tu auras besoin de papa. Mais c'est clair qu'on commence souvent par les conditionnements. C'est la base. Nous, ce qu'on vise à travers l'alignement, c'est quoi ? C'est ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et ce que je fais ne font qu'un. Et ça, c'est un taf. Ça, on va pas se leurrer, c'est un taf. Il y a des efforts. Et on commence toujours par, OK, dis-moi un peu qui tu es, où tu as grandi, c'est quoi ton histoire ? Comment tu es avec ton père ? Ça part toujours du père. Le rapport à l'homme, à sa virilité, c'est souvent rapport au père, mais il y a aussi la mère. Quel a été ton rapport avec ta mère, etc. Alors, comment se traduisent ces problématiques qu'ils vous exposent sur leur vie sexuelle, Géraud ? Alors, on n'arrive jamais directement à la vie sexuelle. Alors, moi, je ne suis pas sexologue, donc... Si tu veux, moi, je fais un travail entre guillemets holistique. C'est large. C'est-à-dire, je vais pas être. Pour ça que je me définis pas comme coach. Oui, mais en quoi, par exemple, le fait de régler ce genre de problématique va améliorer leur sexualité, par exemple, ou leur rapport à leur femme, à leur compagne Parce que tu fais le travail de fond. Tu fais le travail sur les croyances. Tu fais le travail sur tout ce qu'il y a derrière. Quelle est la terre sur laquelle on travaille là ? Tu vois, si tu as une terre aride qui est pleine de croyances et de peurs, bien sûr qu'il bande pas. Bien sûr qu'il bande pas. C'est normal. T'imagines ? Il est traumatisé, ça se trouve, il a été traumatisé. On lui a dit non, il a eu une vie lycéenne sexuelle catastrophique. Comment tu veux qu'il soit pas né à 30 ans ? S'il n'y a pas eu de communication, s'il n'a pas eu d'hommes bienveillants qui l'ont accompagné, si tu es entouré... Moi, pour te donner un exemple, j'ai eu ma première fois à 19 ans, j'avais l'impression que j'étais un papy du sexe, tu vois. 19 ans, j'étais super en retard. Et je l'ai fait parce qu'il y a un bruit qui courait dans mon quartier, qu'il y a un d'entre nous qui était puceau. On se regardait comme ça et j'étais vite, faut que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire ? Limite, j'ai l'impression que votre travail est limite complémentaire, Sébastien. Ça veut dire, parce que vous êtes sexologue, mais vous êtes aussi psychosexologue. Ça veut dire que vous apportez une dimension psychologique forcément pour régler ce genre de problématiques qu'on vous expose dans votre cabinet. Bien sûr, mais en plus, c'est souvent ça. C'est des mauvaises décroyances, des représentations qui sont complètement fausses. Mais il faut regarder la pornographie. Ça, on va en parler aussi, oui. Quand on voit ce qui est véhiculé par la pornographie, l'homme puissant avec son énorme verge, parce qu'en même temps, ils ont tous, faut avoir une énorme verge, alors que quand on sait les statistiques, on sait très bien qu'on en est loin. C'est parce que les petites n'excitent pas, c'est tout. Et on se rend pas compte que ce sont des films. Quand on voit, moi j'ai travaillé sur la masturbation, sur la pornographie, quand on voit que les jeunes actuels, il y en a une proportion qui sont persuadés que c'est la vraie sexualité, ça fait peur, ça. Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas un décalage. C'est tôt, les premières visions des pornos, c'est entre 10 et 12 ans chez les jeunes actuellement. Ils sont pas prêts. Et tout ça, ça va construire une vision de la sexualité qui est complètement fausse. Et il faut voir les barres qu'on va se mettre, parce qu'on va se dire, mais il faut que j'atteigne ça, il faut que je sois aussi performant. Et ça touche toutes les générations, selon vous ? Les plus jeunes, beaucoup, mais on a quand même... entre 30 et 40 ans, j'ai encore des patients qui ont cette vision-là, parce que ils tombent même tardivement dans la pornographie. Et quand je questionne beaucoup d'hommes s'ils sont capables de se masturber sans porno, par exemple, il y en a qui me disent c'est impossible. Mais, parce que le cerveau est demandeur. Attention, il est demandeur des images. Alors là, on n'a plus d'imaginaire érotique, on n'a plus rien, il n'y a plus de fantasmatique, on n'a que des visions violentes de la sexualité. Et après, forcément, ce que l'on fait en vrai, ça n'a pas de goût. Alors justement, vous, Anne-Laure, quand vous allez interroger ces hommes qui acceptent de se confier à vous, est-ce que vous avez, en tout cas, conscience, au travers des témoignages, que le malaise masculin est vraiment une réalité massive et douloureuse chez eux ?
Alors, je serais pas aussi, j'aurais pas une vision aussi globale et manichéenne de ils sont bien ou ils sont pas bien. En fait, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a des variations. Tout ce que disent Géraud et Sébastien est réel, hein, c'est-à-dire que quand on n'est pas aligné, on a une sexualité compliquée, l'éducation, le rapport aux parents, au trauma d'enfance. J'ai beaucoup d'hommes qui sont nés dans les années début 80, fin 70, qui sont allés trouver la VHS du papa bien planqué. Et cela me semble un peu moins traumatisé, parce que déjà c'était un porno un peu plus soft sur M6. Oui, c'est érotique. Voilà, ça restait quand même avec des corps un peu plus, on va dire, normés. Mais c'est vrai que la jeune génération, là j'ai encore interviewé il y a 2 semaines un jeune homme de 19 ans. Oui. Moi qui suis dans un déni de l'âge du temps qui passe, là j'ai vraiment senti qu'il y avait un vrai décalage. Ah ouais, là, parce que lui, il a vu son premier porno à 9 ans sur Internet. Et d'une violence. Enfin, et en fait, lui, effectivement, son support masturbatoire, c'est le porno hardcore. Et à 19 ans, il n'est vraiment pas tout seul dans ce cas-là. Donc, oui, il y a un malaise, parce qu'effectivement, il y a toujours cette pression, ces injonctions, c'est effectivement ces cases à cocher de l'orgasme, de la libido, du tempo, etc. Et en même temps, j'aime à croire... Alors après, encore une fois, on prend ça sur ma vision à moi, qui sont des hommes qui sont d'accord de parler, donc qui sont un peu comme Géraud qui est mentor et qui a des gens qui le sollicitent. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà, ou même les patients de Sébastien, c'est des gens qui sont déjà quand même dans une réflexion, même si elle n'est pas aboutie, qui quand même, il y a un terreau. Hein, donc évidemment, je ne vais pas aller interviewer, je ne sais pas, pardon pour le cliché, mais le banquier de 62 ans qui honore sa femme le samedi et qui a sa maîtresse la semaine. Hein. Oui. Cet homme-là, j'adorerais, mais je ne suis pas sûre qu'il viendrait me parler. Il n'a pas grand-chose à vous raconter, surtout. Tous les hommes ont quelque chose à raconter. Alors, j'ai beaucoup de témoignages, en tout cas de demandes de participation. Oui. Et souvent, c'est toujours très sympa. Mais bon, je ne sais pas si mon témoignage va t'intéresser parce que je n'ai pas grand-chose à raconter. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et quand vous creusez, finalement, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des choses à raconter. De choses à raconter. Hein. Alors, si vous le voulez bien, on va aller du côté du standard. On a un premier témoignage. Bonsoir. Allô, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Pascal. Bonjour Pascal. Enchanté. Bonsoir Pascal plutôt. Alors Pascal, bonsoir, désolé. Alors est-ce que le sujet de ce soir vous parle ? Oui, le sujet me parle énormément. En fait, moi, mon témoignage, c'est que j'ai été libertin pendant pas mal de temps. Oui. Donc en fait, l'univers du sexe m'a toujours intéressé. Et donc justement, j'ai voulu aller explorer encore plus cet univers-là en me lançant directement dans un univers que je ne connaissais pas, donc le libertinage. Vous aviez quel âge ? Alors j'ai tout appris très tard et un peu comme Géraud, j'ai eu cette pression un petit peu sociétale de me dire voilà, il faut que je démarre assez vite ma sexualité, et comme j'ai démarré tout très tard, j'ai démarré donc cet univers dans le libertinage vers les coups de 27-28 ans. Et qu'est-ce que cet univers vous a appris sur vous et sur votre propre sexualité ? Ça m'a appris beaucoup de choses. C'est vrai que déjà j'avais beaucoup de fantasmes, donc j'avais vraiment besoin de les assouvir. Oui. Mais déjà ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà par exemple cette fameuse phrase que tout le monde dit, qu'on entend souvent à propos de la taille du sexe. Oui. Qui est pas forcément vrai. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que les petits sexes n'attirent pas. Non, mais ça c'était de l'humour, hein. Je rigolais. Hein. Attendez, il faut que dans cette émission les gens fassent la différence entre mon humour. Ok. Attention là, si c'est Non, il y a un peu d'humour dans cette émission. Hein. Est-ce qu'on peut parler de cul et rigoler un peu, non ? C'est ok. Non, il n'y a pas de souci. Alors moi, je suis dans un carcan assez spécial parce que quand je suis rentré dans ce milieu-là, je faisais partie des gens qu'on appelle les TBM. Donc les TBM, c'est les gens très bien membrés. D'accord. Donc il y a toujours. Moi, je pensais que c'était très beau mec. TBM, c'est pas très beau mec, normalement. Ah non, peut-être que dans le milieu du libertinage, c'est très bien. Ah oui, partout. D'accord. Non, partout. Voilà. Je suis vraiment has-been. Mais non, on apprend tous les jours. Oui, donc voilà, il y a plein de codes et le terme TBM veut dire très bien membré, et TTBM, donc très très bien membré. Félicitations. Donc moi je suis. Bravo à votre mère. Oui, c'est ça.
Donc voilà, je suis rentré dans ce milieu-là avec cette étiquette-là. Alors ça peut être sympa, c'est cool, mais ça peut aussi faire peur. Donc j'ai dû apprendre justement à gérer cette peur par rapport, déjà quand on parle avec une femme, lui expliquer que voilà, quand on est très bien membré, et ben qu'on n'est pas là pour faire mal, qu'on est aussi là, qu'on sait aussi prendre le temps et ne pas faire mal, surtout ne pas penser qu'à soi. Donc j'ai vraiment beaucoup appris dans ce milieu-là, parce que voilà, c'est un milieu fermé, c'est un milieu où voilà, on parle contre nous, les soirées sont assez discrètes et secrètes. C'est intéressant. Donc j'ai vraiment appris sur moi et sur l'univers du sexe que je ne connaissais pas, en tout cas cet univers-là. Avec tout ça, j'ai même oublié de vous demander votre prénom. Hein. Si, Pascal. Ah, il a dit Pascal. Ah, mais c'est le TBM qui m'a perturbé. Hein. Alors Pascal, c'est pas compliqué, c'est comme Obispo. Alors Pascal, merci pour votre témoignage, c'est très intéressant parce que vous, au lieu d'aller voir par exemple un homme comme Géraud, si vous aviez des questions à vous poser ou aller voir peut-être un sexologue, vous, le milieu du libertinage, c'était la réponse à vos questions. Alors, moi, je le connais. Ah, vous le connaissez ? Ouais, je le connais. Très bien. Vous connaissez Géraud, donc. Je connais Géraud. Ouais, d'accord, donc vous êtes un des clients de Géraud, donc. On travaille ensemble. Très bien. On travaille ensemble. Et Pascal, donc voilà. Et donc du coup, oui. Oui, pardonnez-moi, allez-y. Il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, moi, j'avais à peu près tout dit. Mais c'est vrai que voilà, l'univers dans lequel j'étais, ou lequel j'ai vogué, m'a appris énormément, ne serait-ce que sur les hommes en général. Oui. Sur les soirées, comment se passent les soirées, sur les femmes aussi. J'ai pu explorer énormément justement de femmes, mais c'est-à-dire de manière large, c'est-à-dire que quand on est une personne très portée sur le physique comme je suis, j'ai pu changer mes critères, par exemple, que ce soit d'une femme qui soit fine à une femme qui soit plutôt ronde ou obèse. J'ai pu justement explorer ce genre de sexualité, j'ai pu apprendre que finalement le physique ne fait pas tout. Une personne peut très bien avoir énormément de skills, énormément de techniques sur le sexe, et peut vous apprendre énormément de choses, et vous pouvez justement échanger comme ça, que ce soit verbalement et aussi physiquement. Donc c'était une sorte de, moi j'appelle une sorte de service militaire du sexe. Je vois ça comme ça. C'est pour qu'on discute, Pascal. Tu m'appelles demain. Faut qu'on parle. Il y a un petit alignement à faire. On va te aligner à coup de pied, tu vas voir. C'était vraiment comme ça que je le voyais. Voilà. Bon, en tout cas, Pascal, merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre courage, surtout parce qu'il faut venir aussi témoigner, parler de sa vie personnelle et intime. Vous avez des choses à rajouter ? C'est quoi, votre définition, de la virilité ? Ma définition de la virilité, alors la vérité saine ou la vérité tout court ? Ah oui, parce qu'on va parler de la vérité saine. Alors, non, de la virilité tout court, pour vous. La vérité tout court. En fait, ça a changé depuis. Moi, je suis une personne des années 80. Donc, pour moi, dans les années 80, la vérité, c'était Aldo Machon, c'était quelqu'un qui bombe le torse. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, à presque 40 ans, c'est plus la même chose. Pour moi, un homme, c'est aussi quelqu'un qui sait pleurer, par exemple. Donc, la vérité, c'est très large. C'est très très large. Donc pour moi, un homme, c'est juste une personne qui a un côté sensible et un côté viril, tout simplement. Écoutez, c'est une belle définition, moi je trouve. Pascal, merci beaucoup pour votre témoignage. Et merci, évidemment, Pascal. Vous êtes le bienvenu sur d'autres thématiques. On va peut-être parler un jour du libertinage, si vous avez envie de nous parler de vos expériences, avec grand plaisir. D'accord ? C'est noté. Merci pour votre témoignage, Pascal. Alors évidemment, la réponse de Pascal a été le libertinage, mais clairement, est-ce que il vous arrive d'avoir des patients qui viennent vous voir et pour vous dire que moi, j'ai envie d'explorer le libertinage ? Est-ce que c'est une réponse à mes problématiques ? Bien sûr, c'est déjà arrivé. Hein. J'ai un jeune homme actuellement qui c'est très compliqué parce qu'il est très ouvert sur la sexualité. Alors pour lui, c'est pas compliqué. Il a une vision très large. Il est dans une curiosité. Il veut découvrir, tester des choses sans a priori. Puis il est avec une femme actuellement qui, elle, la sexualité, c'est très très compliqué. Bon, il y a eu des viols, il y a eu des choses comme ça, qui fait que l'accès à la sexualité est très difficile. C'est d'autres choses à régler, ça. Ouais. Et lui se questionne beaucoup parce qu'il l'aime, mais voilà, pour répondre à ces questions, il a envie d'aller voir et il veut tester. Après, il n'y a pas de... Peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il ne va pas le faire. C'est pas moi qui vais décider pour lui. Bien sûr. Il faut qu'il construise, qu'il trouve des réponses de toute façon. C'est toujours ce que je dis à mes patients quand ils arrivent à un moment donné. Ils viennent me voir, ils ont un questionnement, il faut y répondre. Donc il va falloir trouver d'une façon ou d'une autre des réponses. Ça peut être dans
dans l'expérimentation, et puis après, voir où ça les mène. Mais ceux qui se briment trop, qui veulent rentrer dans les clous, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, il faut suivre le chemin. Si ça ne leur correspond pas, à un moment donné, ils vont exploser. Mais derrière, il y aura peut-être ou des enfants, ou une vie, ça va être plus compliqué. Alors autant, des fois, pourquoi pas le faire plus tôt et de savoir après où on va. En tout cas, oui, Géraud. Non, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi il a été attiré par une femme qui justement a ses limitations. Il n'y a rien de voué au hasard en fait. Ce sont des choix qu'on fait inconsciemment. C'est comme des choix amoureux finalement. Mais c'est que ça en fait. C'est que ça. Ce sont des choix qu'on fait inconsciemment. Il a été prouvé que le cerveau sait de qui vous allez entre guillemets tomber amoureux avant même de rentrer dans une pièce. Et les gens qui vont te dire oui, mais il n'y a pas la magie, il n'y a pas le petit truc. On en parle encore avec ma femme. Et moi, je commence à tomber amoureux de ma femme là. Tu vois ? Il était temps, Géraud. Non, moi je la connais pas de femme. Non, au contraire. Attention, moi je suis en amour avec ma femme. Oui. Depuis le début. Oui, parce que c'est vrai qu'elle était venue à une de nos émissions et elle nous disait justement qu'on ne dit jamais tomber amoureux de quelqu'un, parce que tomber, ça se fait mal. Exactement. C'est être en amour avec quelqu'un. Voilà, tomber amoureux, c'est Disney. C'est Disney. Pour moi, c'est vraiment du non. C'est pas quelque chose à faire. Par contre, ce qui est intéressant avec ce que disait Sébastien, effectivement, c'est ce jeune homme. Pourquoi il va attirer à lui, ou lui va être attiré. Et là, il y a peut-être son background. S'il vient d'une famille qui est un peu stricte, peut-être il a fait exprès d'aller voir une jeune femme qui va peut-être le ralentir. Et après, là, c'est la magie de la communication. Alors, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause et on va revenir pour parler de cette fameuse virilité sociale, sexuelle, et quelles sont les pressions que vivent les femmes, les hommes et les femmes, puisque ça peut aussi être une pression pour les femmes. On revient dans quelques instants avec nos invités Anne-Laure Parmentier, Géraud Deléa et Sébastien Landry. I feel my heartbeat beat just stopped and it's speeding up. You make my blood rush in like waves with a single touch. We're laying skin to skin, but I can't pull you close enough. So voracious, take me to places. Feeling like the first time. Big wide eyes like girls on Molly. I could do it all night. Body melts into your body. We could do it, stay up on the way up, never wake up. And baby, if we ever start to calm down, let's do it how we did it for the first time. First time. Do it how we did it for the first time. Like when we drank until our lips met on the couch. Doesn't feel the same when I'm holding your body now. Still you're the only thing I know I'm really sure about. I know things are changing, but I wanna save this. Feeling like the first time. Big wide eyes like girls on Molly. I could do it all night. Body melts into your body. We could do it, stay up on the way up, never wake up. And baby, if we ever start to calm down, let's do it how we did it for the first time. First time. Do it how we did it for the first time. I want it, I need it. The feeling of knowing you're all mine. I want it, I'll chase it. The feeling we had on that first night. Feeling like the first time. Big wide eyes like girls on Molly. I could do it all night. Body melts into your body. We could do it, stay up on the way up, never wake up. But baby, if we ever start to calm down, let's do it how we did it for the first time. First time. Do it how we did it for the first time. First time. Sex Time, l'émission qui décrypte notre sexualité. Merci d'être avec nous sur Radio Médecine Douce. Dans Sex Time aujourd'hui, nous explorons la sexualité masculine et cette notion de virilité sexuelle avec mes invités Anne-Laure Parmentier, créatrice du podcast On the Verge, dont elle va nous parler dans quelques instants. Sébastien Landry, psycho-sexologue, sexothérapeute et auteur de plusieurs ouvrages sur la sexualité masculine que je vous présenterai d'ailleurs en fin d'émission. Et Géraud Deléa, qui est mentor pour hommes et qui a plein de choses à nous dire sur l'alignement masculin et les valeurs et tout ça. Donc c'est très intéressant. Si
Si vous avez envie de témoigner, simplement de nous faire part de vos réflexions sur le sujet du jour, eh bien, vous pouvez nous appeler sur notre standard 09 72 12 65 54 09 72 12 65 54 en tapant le code 47 17 72 47 17 72 pour accéder à notre standard. Vous êtes en tout cas tous les bienvenus. Alors moi j'ai besoin de vous poser la question suivante parce que c'est vrai que depuis quelques mois on a vu jaillir dans notre pays le mouvement MeToo qui a quand même foutu un sacré bordel dans ce pays, on peut le dire, qui a aussi permis de libérer la parole sur des choses très intéressantes et très importantes. Mais est-ce que ça a ajouté encore une pression supplémentaire sur les hommes? Bonne question. Géraud, ou alors Anne-Laure, ou Sébastien. Comment vous les sentez, les hommes, depuis ce lancement, depuis ce mouvement? Alors, je donne un exemple. Je parlais que de moi. Oui. Je suis parti place des Fêtes dans le 19e il y a quelques mois pour de la paperasse. Et j'ai vu sur les murs donc, tous les... collages féministes. Tous les collages. Moi, j'avais été en banlieue, donc je viens pas forcément tout le temps à Paris, et j'avais vu donc, tous les collages. Oui. Et c'est cool et tout, il y a un truc en marche et tout, tu vois, 1, 2, 10, 20. Et au bout du 25e, je me sentais mal, je suis une merde, je suis un salaud, tu vois, je commence à me sentir mal. Vous l'avez pris pour vous voulez dire? Bah clairement, c'est pas que je l'ai pris pour moi, c'est que je me suis senti coupable. Oui. Après, chez Autre, tranquille. Là, on vit tous, on a tous nos trucs. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de... Nous, on utilise souvent ce terme, il n'y a pas de coupable, il n'y a que des responsabilités. Et on le disait tout à l'heure, il y a des conditionnements et il y a des souffrances derrière. Que ça parte, chaque minorité, surtout depuis ces 150 dernières années, chaque minorité, à son tour, a pu se prononcer. Et des fois, ça s'est fait dans la violence. Et tu as toujours un arc-en-ciel d'expression. Tu vas avoir des livres, tu vas avoir des fois des manifestations, tu vas avoir toutes sortes de façons de s'exprimer. Et ça, c'est bien. Il faut que ça sorte, tu vois. Et après... Je pense que là, on arrive à une époque de notre humanité où on arrive carrément dans le large, tu vois, dans les genres. Là, en plus, on est dans les transgenres, dans les multigenres. Et c'est bien. C'est bien, en fait, que, comme on disait tout à l'heure, tu peux avoir des cheveux roses, de la barbe, une mini-jupe et aimer les femmes. OK. Tu vois, on arrive à un truc où tout est pété. Mais est-ce que les femmes sont prêtes pour ça? C'est ça? Après, on ne peut pas parler au nom de toutes les femmes. Alors, c'est très difficile de faire de la généralité parce que justement, c'est les cases. Moi, c'est quelque chose dans lequel on en sort justement. Ou est-ce qu'une grande majorité des femmes... Peu importe, il suffit d'une femme. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit d'une femme. Moi, je pose la question, je ne juge pas. C'est difficile de répondre à ça. Après, effectivement, pour répondre à la question sur le mouvement MeToo, effectivement, c'est comme tout, c'est à double tranchant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, surtout une génération d'hommes qui étaient habitués à une certaine façon de fonctionner avec les femmes. Je pense à mes plus proches amis qui sont nés, pareil, dans les années 80, qui étaient des habitués de drague de... Alors, je parle un peu de l'entre-soi, pardon pour ça, mais bar de ville, centre-ville... etc., qui étaient habitués à aller voir des jeunes filles et leur payer des verres, et enfin un peu à l'ancienne, quoi. Et ces hommes-là, ils sont très 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 mal en ce moment. Je suis pas en train de faire leur avocate, mais ils sont super... Après, vous recueillez des témoignages. Oui, bien sûr, mais là, je parle vraiment des gens que je connais bien, parce qu'on a ces discussions-là. Oui. Ils se sentent pas très bien, parce qu'ils se sont pas à l'aise dans l'idée d'aller voir des jeunes femmes qui leur plaisent dans la rue, parce qu'ils ont peur d'être retoqués, parce qu'ils ont conscience aussi qu'à un moment donné, ça va trop loin, que l'intention, c'est une chose, mais la façon de le faire, c'en est une autre, que peut-être qu'il faut revoir sa façon de séduire, peut-être qu'effectivement, c'est trop invasif d'aller voir une fille dans la rue qui a autre chose à faire que de se faire draguer, mais peut-être qu'une, ça peut lui plaire, et puis une autre, elle est très pressée, elle a juste pas le time, et ça l'intéresse pas. Donc en fait, il y a cet entre-deux où on ne sait plus vraiment, et les codes hommes-femmes sont en train d'être assez perturbés. En même temps, en tant que femme, en tant que féministe, je suis ravie que ce mouvement existe et qu'on libère la parole, et que on arrête un peu avec le misérabilisme féminin, et qu'au bout d'un moment, il y a une parité éthique qui se met en place. Après, comme tous les mouvements, ça rend service à ça. Il y a des dommages collatéraux, exactement. Bien sûr. Il y a des dommages collatéraux, et pour la sexualité, effectivement, je me rends compte, en tout cas, quand les hommes viennent me parler de ça pendant les enregistrements, je sens qu'effectivement, ils sont assez perturbés, en tout cas, par ce qui se passe. Parce qu'il y a ce que disait Géraud, une remise en question sur soi-même, sur ce mouvement où on montre du doigt. Et cette question est évidemment intrinsèque de leur genre homme. Est-ce que moi aussi, je suis un salaud ?
Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est des nouveaux questionnements, en fait. Ouais, on est bien d'accord. Sébastien, vous voulez rajouter quelque chose avant que... Moi, j'entends dans certains couples où là, même on va plus loin parce qu'on va mettre des mots comme le viol conjugal. Ah, bien sûr. Où là, en fait, dans des attitudes... alors, il y a des hommes qui vont peut-être s'en rendre compte, mais il y a des hommes qui ne se rendent pas compte à quel point ils forcent parce que c'est ma femme. Donc elle a un devoir. Donc longtemps, il y avait le devoir conjugal qu'on a encore. Hein. Faut pas oui, rêver, bien sûr. hein. Et là, j'ai un couple où clairement la femme peut témoigner devant son mari en disant mais attends, les 5 premières minutes t'es avec moi dans le rapport sexuel, mais après t'es ailleurs, j'existe plus, et même si je te dis non, tu continues, et lui dit mais non, c'est parce que je suis lancé, t'as voulu, et en fait, on peut dire non même en plein milieu, hein. bien sûr. Et là on se rend compte que et un non veut dire non. Voilà, exactement, oui, à partir du moment où on dit non, c'est non, quoi. Enfin, on dit non quand on a envie, quoi. C'est pas au début ou à la fin on signe pas un contrat, bon d'accord, j'y vais. Et là, par exemple, cet homme ne se rend même pas compte. Je pense pas qu'il se rende vraiment compte de ce qu'il fait, parce qu'il est dans cette mécanique-là, il a toujours fait comme ça, sa femme n'a jamais rien dit avant. Donc c'est ça symbolique à lui de la virilité, peut-être aussi, non? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est son système. Oui, c'est son système. C'est son système à lui. C'est son fonctionnement, c'est sa représentation. Ouais. Donc voir autre chose, c'est difficile. Alors, il a eu mal quand même quand j'ai expliqué que c'était un viol. C'est dur, hein, sûr. C'est mettre l'image du violeur dans la rue, la nuit sombre, qui prend une jeune fille qui a rien dit et qui est traumatisée toute sa vie. Mais le viol conjugal, évidemment, il existe, et il existe dans les deux sens. Exactement. Moi, j'ai eu des invités, des témoins qui, effectivement, hommes, bien sûr, alors que ce soit des couples homo ou hétéros, où effectivement, pas vraiment envie, mais voilà, et comme le disait très bien Sébastien, c'est un organe qui ne se maîtrise pas. Oui. Et parfois, avec une simple un va-et-vient, ou en tout cas un toucher, il y a une érection, mais une érection ne veut pas dire c'est go, on y va. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de témoignages aussi sur Internet, parce que je me suis évidemment renseignée sur le sujet, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont des pannes, par exemple, ou des baisses de désir, et la femme le prend pour elle personnellement, parce que elle considère, elle se dit c'est parce qu'il n'a pas envie de moi, alors que ça peut aussi être d'autres choses et d'autres réponses. Bien sûr, la dysfonction érectile est fréquente. Là, on a des couples, on est dans des générations aussi, on voit par exemple, je peux prendre l'exemple d'un homme d'une 50aine d'années qui était avec sa femme depuis plus de 20 ans, et ils vont se séparer. Il va peut-être retrouver une femme... Bravo Sébastien, bravo. Ils viennent pas me voir quand ils se séparent. Ils viennent me voir parce qu'ils retrouvent quelqu'un. Et là, j'ai un exemple tout simple. J'ai un homme de 52 ans qui s'est remis avec une femme un peu plus jeune de 33 ans, où elle a une sexualité où elle est pas du tout soumise, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle ne se donne pas. Elle est actrice de sa sexualité. Et il me dit comme ça... non mais vous vous rendez pas compte, la première fois où elle m'a poussé sur le lit et elle m'a chevauché, elle dit mais là j'ai perdu tous mes moyens. Ah oui, oui. Parce que c'est générationnel pour lui. Voilà, exactement. Et c'est pas évident. Et après, souvent c'est marrant dans le discours, comme si l'homme n'a pas d'érection, c'est donc tu ne me désires pas. Non. Il y a le désir qui peut être présent, l'excitation, elle peut ne pas être au moment parce qu'il y a du stress. Un homme qui stresse, mais comme une femme qui stresse n'a pas une érection de ses corps caverneux au niveau du vagin, n'a pas une lubrification vaginale. Tout à fait. Par contre, c'est vrai que ça peut rentrer. Hein, si on force un peu, on va toujours réussir. Sauf qu'un homme qui n'a pas d'érection, si on est sur la pénétration, ça ne marchera pas. Exactement. Alors, j'aimerais bien qu'on continue à parler avec vous, Sébastien, de ces fameuses zones érogènes, parfois interdites. On s'interdit aussi parfois parce que on est un homme et qu'on ne fait pas ça quand on est un homme. J'ai envie de parler de l'anus. Ouais. Alors, je sais que ça va un peu... Quelle surprise. C'est tellement bien amené. C'est vrai que mais en même temps... C'est quelque chose qui est... J'adore cette émission. Alors... Je pense qu'on est encore... Pas pour tout le monde, bien sûr. Moi, je vous donne mais c'est important d'en parler parce qu'on va faire une émission là-dessus, d'ailleurs. Moi, je vous donne vraiment Non, sur la pénétration anale, mais c'est pareil. C'est par là que ça se passe. Moi, je vous retransmets le discours des hommes qui viennent me voir, ou des femmes, des patients. Donc forcément, c'est des gens qui sont en difficulté à un moment donné dans leur sexualité. Quand l'anus, pour beaucoup d'hommes, il ne faut pas y toucher. Parce que forcément, c'est être homosexuel.
Et donc ça touche à cette fameuse virilité. Moi, je suis le dominant. Oui, faut pas. Oui, parce que c'est sûr, l'anus, il y a que les homosexuels qui en ont. C'est dans le couple hétéronormé avec les hétéronormatifs, parce que dans les couples, il y a des mecs très virils, enfin homosexuels, il y a des mecs très virils. Et ce qui est intéressant, si tu me permets, Sébastien, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui une déconstruction dans les couples homosexuels, parce que pendant longtemps, il y avait les actifs passifs. D'ailleurs, ça c'est des vrais clichés, ça aussi. Et c'est des total clichés. Évidemment. Il y a des, on peut être. Alors, si on prend la façon dont parlent les homos, c'est plutôt top-bottom et non passif-actif. Je prends des trucs aujourd'hui, c'est entre apprend, TBM et top-bottom. Et versatile. C'est-à-dire que tu peux faire et recevoir et c'est OK. Et il y a des homosexuels qui n'aiment pas la sodomie. Et là, j'avais pareil fait un épisode avec un garçon qui n'est pas encore diffusé, William, qui explique tu peux être homosexuel, être très heureux dans ta vie sexuelle homosexuelle et ne pas pratiquer la sodomie. Bien sûr. Et ça marche, et c'est chouette. Et inversement, tu peux être un hétéro et aimer les femmes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et aimer la pénétration anale, qu'elle soit avec les doigts de ta partenaire ou avec des objets, etc. Et comme on le disait tout à l'heure, une pratique n'est pas une sexualité. Exactement. Oui. Et ça, c'est un truc, c'est encore très, très, très lourd chez nous. Il faut absolument déconstruire ça. C'est cette vision de la. C'est des représentations qu'on a. Les gens sont bloqués avec ça, mais c'est une zone érogène. Mais tout le corps peut être. On peut prendre du plaisir sur tout le corps. Il faut l'accepter. Mais on est encore stéréotypé avec des fois des découvertes de la masturbation où on est sur les parties intimes et on ne veut pas. Quand je dis à certains hommes, des fois, je leur dis mais est-ce que vous vous caressez quand vous vous masturbez ? Non, pas du tout. On reste sur. Et c'est pour ça que leur sexualité, elle est très étroite parce que c'est très binaire. Directement, voilà. Et puis il faut se diriger vers le sexe. C'est très phallocentré en fait. Tout ça. D'où la lassitude aussi. Parce que forcément c'est mécanique. Donc au bout d'un moment, si le corps me plaît moins, donc je bande moins, donc j'ai moins envie d'elle, donc il me faut une plus jeune. Et avec ma femme, on adore Barry Lang. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui a écrit Faire l'amour divinement. C'était un maître spirituel australien et on adore son approche. Donc lui, il prône clairement les rendez-vous. Donc vraiment se donner un rendez-vous. Oui, je crois que vous donnez rendez-vous avec votre femme une fois par semaine ou le jour. Tonight. Ah, c'est ce soir. Mercredi. Écoutez, félicitations, on sera très contents. Vous le rencontrez là. Comment ça, on peut venir? Les gens qui n'ont pas compris. Non, c'est pas Géraud, c'est Pascal qui aimerait bien. C'est Pascal TBM qui est bien. Et il y a plusieurs points qui sont super importants par rapport à ce que vous disiez, Sébastien. Première chose, l'imagination. 99,9%, moi le premier, je suis avec une femme, je suis avec ma femme et j'en vois 18 autres et j'imagine des trucs et je suis en speed. Elle est là. Premier truc que Barry Long propose, cut l'imaginaire. Ah oui? Et ça, c'est difficile pour un homme. Il dit, non, je vais plus bander. Mais t'as une femme avec toi là. Mais même pour une femme, c'est difficile, Géraud. Et ça on imagine aussi beaucoup. Et ça renvoie, je m'en doute bien. Oui. Et ça renvoie à quoi? Tu dois l'aimer. Bah oui, si tu l'aimes pas... Mais ça, c'est une approche quand même plus spirituelle. C'est très personnel, ça. Mais le sexe est spirituel. Il y a un livre je fais une petite aparté de Toni Bentley, je ne sais pas si vous le connaissez, où elle raconte comment elle rencontre Dieu à travers la sodomie. Toni Bentley. Et le livre, il est extraordinaire. J'ai jamais vu un livre qui mettait dans la même phrase... Oui, ce que j'allais dire. Sodomie et Dieu. Incroyable. Et au début, je dis, j'adore, je déteste. Oui, c'est ça. Passif-agressif. Et je dis, je peux... On va vous l'offrir, Anne. Je comprends, tu vois. Pour revenir à Barry Lang, il dit première chose, pour les hommes en tout cas, et les femmes pareil, mais ça s'adresse surtout aux hommes, enlever l'imaginaire. Accepter de ne pas commencer un rapport avec une érection. Accepter au départ de ne pas avoir d'érection. Je me suis un peu intéressé au tantrisme et c'était, pour moi, en tant qu'homme occidental, c'était trop abstrait. Et Barry Lang était pour moi vraiment la porte d'entrée plus cohérente, même culturellement, et plus factuelle. Parce que l'homme est plutôt pragmatique. Donc, de façon pragmatique, me dit, OK, arrête d'imaginer tout n'importe quoi. Si tu n'as pas d'érection, c'est pas grave. Pour ça, il faut avoir une partenaire qui le comprend. Donc, forcément, ça enlève la notion de performance. Si tu as levé une minette de 24 ans et qu'elle est en mode, je suis chaud, on y va, etc., et j'ai du poppers, on y va, non, c'est clair que si tu es dans un axe de performance et que tu n'es pas habitué à, bien sûr qu'il va y avoir le stress. D'où l'amour. Si tu es dans une dynamique de mécanique, et ce que je me suis conditionné à faire pendant 10 ans au Japon, où je suis passé du romantique lover, faut que je la kiffe pour y aller, où je suis passé en mode, non, faut y aller en mode marton-pilon, forcément, tu te mets en mode, il n'y a que ça qui peut te sauver. Parce que sinon, tu vas te rendre compte que finalement, tu l'aimes pas tant que ça. Finalement, qu'est-ce que je fous avec elle et qu'est-ce qu'elle fout avec moi? Et ça marche pas. Donc, tu pars dans l'imaginaire. Et le problème, c'est que j'y suis resté. Et quand tu es avec une femme que tu aimes, quand je suis avec ma femme, quand je suis avec une femme que j'aime, c'est difficile de redescendre et d'être dans l'être, d'être dans l'acte sacré de faire l'amour et d'être en amour avec ma partenaire, avec ma femme. Et c'est pas obligé d'être ma femme, mon épouse.
Tu vois, ça peut être donc voilà, le rendez-vous fait aussi. J'ai écouté un de tes podcasts, le dernier, celui qui clôturait la dernière année, où les hommes disaient, un des hommes disait, ça doit faire pendant toute la journée, si tu veux, tu dois te mettre en condition pour te préparer à voir ta femme ou ta chérie ou ta partenaire le soir. Le fait d'avoir un rendez-vous, ça fait que tu es câblé, tu es paramétré. Tu sais, moi, je sais que mercredi, ce soir, il n'y a rien d'autre dans ma tête. Alors, je suis pas un fouteux, donc il n'y aura pas de télé de toute façon, mais il n'y a pas de mais en fait, il n'y a pas d'envie. Déjà, enlever la notion d'envie. Il n'y a pas de j'ai envie, j'ai pas envie. Ça, c'est si tu veux, la barrière mentale qui va trouver plein de trucs pour pas le faire maintenant. Oui, ça veut dire que finalement, se donner rendez-vous, c'est pas une pression, quoi. Mais bien sûr. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est un engagement. Oui. Je m'engage avec ma femme, que j'ai envie, pas envie, qu'il y ait érection par érection, et j'en ai rien à foutre, je serai là. Et on fera ce qu'il faut pour prendre le temps, pour que ça vienne pour nous deux. Sébastien, vous pensez quoi de cette approche ? Je l'entends très bien. Moi, la notion de faire des rendez-vous, de mettre en place des rendez-vous et de s'accorder du temps, je travaille beaucoup avec les patients. Après, dans le côté imaginaire, je suis pas dans tout à fait... Parce que là, je pense qu'il faut... Ça demande... d'être dans un couple qui entende. Exactement. Les deux, il faut être dans cette dynamique et ça demande un travail. Clairement. Moi, avec les patients où un homme qui vient me voir qui n'a plus d'érection parce qu'il n'a pas d'imaginaire, parce qu'en fait, il est conditionné soit par la pornographie, soit où la sexualité a été très compliquée pour lui. Il y a des angoisses, il y a du stress qui est présent. On ne peut pas avoir une érection avec du stress. Donc moi, au contraire, je vais travailler l'imaginaire. Mais dans la fantasmatique, vraiment d'être... mais pas forcément que avec sa femme, d'avoir quelque chose qui va pouvoir provoquer une excitation pour rendre l'érection possible. Déjà, c'est un premier pas, passer d'un écran à pouvoir se faire confiance à soi pour pouvoir générer une érection. Mais après j'entends tout à fait, je trouve ça très intéressant, mais ça demande vraiment, je pense, un travail qui est assez long et puis il faut être dans cette dynamique à deux. Oui, puis une dynamique amoureuse, de partage. Après, moi, je comprends tout ce que tu dis, mais c'est OK le sexe, le fast sex et la rencontre juste pour se donner du plaisir et désacraliser justement le rapport sexuel parce qu'on se plaît et qu'il n'y a pas d'engagement sentimental et amoureux. C'est OK aussi. Après, effectivement, ce que dit Géraud, c'est très intéressant quand effectivement on est déjà avancé dans sa déconstruction. C'est parce que je suis passé par le fast sex, entre guillemets, qu'au bout d'un moment, je fais non, mais ça tourne en rond le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça a été une phase importante pour toi. Mais ça a été une phase importante, comme Pascal parlait justement de libertinage. Et lui-même, on est dans une autre phase maintenant. Mais alors justement, Anne-Laure, quand vous donnez la parole à tous ces hommes de différentes générations, quel regard ils ont sur l'amour ? On peut rarement parler de sexe sans amour, surtout pendant plus d'une heure. C'est pour ça que c'est important. Ça dépend. Il y en a qui décorrèlent complètement le sexe de l'amour. Il y en a pas du tout. Il y en a qui attendent The One. Il y en a d'autres qui effectivement sont dans une envie de performance et de quête comme ça, un peu boulimique du corps féminin, masculin ou les deux. Ça dépend en fait. Tous ont quand même ce fond d'envie d'être aimé parce que finalement c'est la quête de l'humain, d'être aimé et de fonder un foyer. Alors avec ou sans enfant, encore une fois, chacun est libre. Mais en tout cas, d'avoir un ou des partenaires, parce que j'ai eu des invités polyamoureux qui ont très bien exprimé aussi. On va faire une émission là-dessus aussi. Passionnant. Cette approche aussi, enfin cette orientation en tout cas. Et donc leur quête effectivement est d'être aimé et d'aimer. Maintenant, il y a un moment donné où il y a une intellectualisation du sentiment. Est-ce que j'aime vraiment ? Est-ce que je suis en capacité d'aimer ou d'accepter l'amour ? Donc voilà, mais généralement, on parle de sexe. Le podcast, il est coupé en 3 parties. Enfin, en tout cas, c'est le fil conducteur. C'est-à-dire qu'on parle des premiers souvenirs, on va dire, érotiques ou sexuels jusqu'à la première fois. Donc, le avant. Ensuite, la sexualité du moment. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail des pratiques, des fantasmes, de la relation quand la personne est en relation. Et ensuite, en fonction des invités, après. Donc, c'est sûr qu'un jeune homme de 19 ans n'a pas une projection de sa sexualité après. Mais par contre, c'est très intéressant, un homme qui est soit en déconstruction ou qui a déjà une expérience sexuelle assez complète, de voir sa sexualité après. Qu'est-ce que ce sera quand il sera plus âgé ? Quelle place aura la sexualité dans sa vie ? Donc, c'est intéressant. Après, j'ai des invités entre 19 et 72. Donc, et là, Covid oblige, je vais devoir
attendre un peu, mais j'ai un patient... Enfin, pardon, un patient, pas du tout. Eh bien, ça y est, non, sexologue. Non, pas du tout. Ça y est. Pas du tout, parce qu'en fait, le monsieur est en EHPAD. Donc, j'ai fait un... Comment on dit quelqu'un en EHPAD? Un résident. Un résident, voilà, merci Sébastien. Vous comprenez pourquoi c'était important qu'il soit là? Les mots. Voilà, j'ai un résident en EHPAD, merci, de 87 ans. D'accord. Et voilà, on doit se parler. Et c'est faux, ça. Il paraît que c'est chaud en EHPAD. Hein. C'est clair. Ah bon? C'est... Ah oui, mais on va faire des... Ah bah tiens, vous avez écrit un livre, vous, Sébastien, mais vous êtes intéressé à tous les sujets de la sexualité de notre terre. La sexualité ne prend pas sa retraite. Donc là, c'est un sujet à part entière. Le monsieur, hein. Et je peux vous dire qu'on va en parler parce qu'on a une émission justement sur ce que font les seniors sous la couette. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'il paraît qu'il y a plein de choses à dire. Et dans les EHPAD, c'est pas les résidents le problème, c'est les professionnels. C'est les professionnels en fait sur la sexualité qui empêchent et les familles aussi qui interviennent. L'adulte vieillissant redevient enfant, j'ai l'impression. Où ils ont peur des grossesses ou des... Ça doit être ça. Alors moi j'avais une question à vous poser, surtout Sébastien, dans le cadre de vos accompagnements avec les patients que vous avez. Est-ce qu'il y a des problématiques qui ne peuvent pas se régler si vous n'avez pas les deux en face de vous, l'homme et la femme, ou l'homme et l'homme, ou la femme et la femme? J'ai pas besoin forcément d'avoir les deux. Par contre, il faut bien comprendre que la sexualité d'un couple, c'est à deux. Donc alors des fois, le conjoint, la conjointe n'a pas envie de venir, ce que j'entends. Ce que j'entends moins, c'est va régler tes problèmes. Ça non, parce que ça veut dire que le couple est face à un mur. C'est le couple qui n'arrive pas à adapter sa sexualité. Donc si la personne qui ne vient pas entend ce qui est dit, c'est un exercice qui est assez intéressant. C'est-à-dire que le patient, il va devoir communiquer sur la sexualité. Des fois, il y a des gros non-dits dans la sexualité dans le couple, donc il va devoir répéter à son partenaire et mettre en place des changements. Donc si ça se fait comme ça peut être pas mal aussi, parce que des fois, moi, il y a beaucoup de patients, je ne vois jamais le conjoint ou la conjointe. Mais par contre, il faut qu'il y ait un accord et que les changements à se mettre en place. On ne peut pas régler une sexualité de couple sur même l'éjaculation précoce. Par exemple, on peut dire que c'est un problème purement masculin. Ben non. Dans le couple, forcément, il y a une vision de la sexualité. Déjà, un homme qui éjacule, d'accord, ok, mais pourquoi la sexualité devrait s'arrêter? Pourquoi le rapport sexuel devrait s'arrêter après une éjaculation? Est-ce qu'un homme est obligé d'éjaculer pour que dans le couple on prenne du plaisir? Dans le tantrisme, on est d'accord. Dans le tantrisme, au contraire, ils encouragent à... Et l'éjaculation n'est pas... Ça, beaucoup d'hommes sont persuadés d'avoir des orgasmes. Ça, c'est très drôle aussi, parce qu'un homme qui éjacule... Et puis la femme a cette vision-là. Parce que moi, je travaille beaucoup avec des patients atteints de cancer qui ont des prostatectomies, donc on n'a plus d'éjaculation. Donc il n'y a plus de plaisir chez l'homme. C'est complètement faux. L'éjaculation, c'est un réflexe qui répond à un degré d'excitation et qui est là pour la procréation. Mais l'orgasme, c'est bien après. Et tous les hommes qui éjaculent très très vite, qui ont des masturbations rapides, qui ont des rapports sexuels très rapides, ne connaissent pas l'orgasme. Voilà. Alors, on va arriver aux 2 dernières minutes de cette émission. C'est passionnant, on a tellement de choses à dire. Mais finalement, est-ce qu'on peut se poser la question si la révolution sexuelle a rendu finalement service à la sexualité ? Alors, moi je suis persuadée que oui. Oui. Parce que justement, on est encore vraiment en travail, mais il y a une déconstruction qui se fait. Il y a une approche des sexualités qui est plus diverse, qui est plus complète. Il y a des mots qui arrivent dans notre paysage qui sont effectivement le polyamour, qui sont les différentes orientations sexuelles, la pansexualité. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent et je pense que ça sert effectivement beaucoup nos générations, les générations passé, futur, etc. Enfin, c'est bien pour notre société, en tout cas. Et puis, évidemment, quand vous avez lancé On the Verge, vous ne vous attendiez pas à un tel succès, parce que les hommes réclament, aujourd'hui même, de venir vous parler et de... C'est vrai, c'est vrai que c'est un espace de discussion qui est libre, qui est sans tabou, sans jugement, et on sent effectivement, que ce soit effectivement dans le moment où je suis avec l'invité, mais surtout la résonance que ça a après, les débats que ça amène, et effectivement l'effervescence que ça prend. Oui, ça manquait. On le retrouve sur quelle plateforme? Toutes les podcasts. Toutes les plateformes de podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, partout. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une diversité de témoignages qui sont incroyables. J'encourage en tout cas ceux qui nous écoutent et ceux qui vont réécouter cette émission, parce qu'elle sera en podcast, d'aller découvrir justement le fabuleux travail de Anne-Laure. Alors, Géraud, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui? Finalement, la virilité, c'est chacun fait ce qu'il veut, en fait. C'est ça? Alors, c'est plutôt tourne la caméra vers toi et fais le travail, entoure-toi bien
Et il faut savoir quand même que le monde a été designé par et pour les hommes. Oui. D'accord ? Et des hommes qui se mettent à parler, parce que une des premières étapes, c'est que les hommes ne savent même pas dire comment ils se sentent. Tu dis à un homme comment tu te sens, ça va. Donc déjà, mettre des mots, un des premiers trucs que nous faisons, c'est de travailler le lexique du ressenti. Un homme qui dit comment il se sent, c'est 90% de charge émotionnelle de stress qui explose. Ça fait moins de violence, moins d'agressivité, etc. etc. Et le temps que les choses s'égalisent, ça fait des hommes qui sont moins tendus. Et d'ailleurs, ces hommes, vous les accompagnez, vous les recevez surtout dans un endroit très sympa. Magique, waouh. Qui s'appelle l'écrin de Rumi, je crois. On a 2 espaces, on a Ruminescence et l'écrin de Rumi. On est à 20 minutes de Paris. Oui. Et les hommes l'appellent le sanctuaire. De même, ils l'ont appelé le sanctuaire parce que voilà, ils s'installent et ils sont libres d'eux. Et c'est là où on peut venir vous voir pour... Absolument, on a un site avec ma femme, anissaegero.com. Voilà, et vous faites des vidéos sur YouTube qui sont passionnantes également. Il y a un podcast qui va bientôt sortir aussi. Effectivement. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Grand plaisir, C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie aussi beaucoup, Sébastien Landry, d'avoir fait le voyage du Mans jusqu'à Paris pour venir nous voir. Ça a été vraiment un plaisir. Vous êtes non seulement sexologue, psychosexologue, mais vous êtes aussi auteur de plein de livres passionnants. L'éjaculation précoce, ce n'est pas une fatalité de Sébastien Landry. Le désir sexuel, le stimuler, le retrouver, alimenter la flamme, donc avec une très belle couverture aussi. Et évidemment, je pense que je vais vous l'offrir. Mais ça. Grave. La sexualité ne prend pas sa retraite. Et puis en fait, vous savez quoi, je vais l'offrir en direct. Merci. Alors voilà, comme ça sera pour votre patient. Grave, je vais potasser avant. Par contre, vous nous rappelez pour nous dire comment ça s'est passé. Vous pourrez tout écouter en podcast, mais ouais, carrément. Bon, c'est super. J'ai été ravie de vous recevoir tous les trois. C'était passionnant. Merci. Avec plaisir. Et c'est vraiment un sujet sur lequel on pourrait parler des heures et des heures. La virilité masculine, c'est vraiment un sujet à part entière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi 28 octobre prochain pour une nouvelle émission où nous allons nous intéresser aux travailleuses du sexe, aux travailleurs du sexe, parce qu'il y a aussi des hommes, et à cet univers souvent stigmatisé avec des invités très intéressants, vous allez le voir. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission de Sex Time. À bientôt. Sex Time, l'émission qui décrypte notre sexualité, présentée par Kenza Brega, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Médecine Douce et sur toutes les plateformes de téléchargement.